on se demande toujours, mais pourquoi on veut décentraliser? Mais en fait, parmi les éléments de réponse, il y a le fait qu'on a beaucoup de nouvelles infections pédiatriques. Et avec le rapport de l'ONU-SIDA, on sait qu'on a 100 nouvelles infections pédiatriques chaque jour. Ça, c'est important. Et nous devons nous en souvenir et penser que ça, c'est une tâche qui est la nôtre. Si on essaie encore une fois de regarder certains chiffres, nous voyons que au niveau global, nous avons plus de 3 millions d'enfants qui vivent avec le VIH. Et malheureusement, un bon pourcentage de ce chiffre-là se trouve dans nos pays, en Afrique subsaharienne. Si on regarde un tout petit peu la dernière ligne, les décès liés au sida chez les enfants, encore une fois, 91% de ces décès se trouvent chez nous. Avec ces images, on doit absolument faire quelque chose. On doit faire de sorte que la prise en charge pédiatrique soit accessible. Ce n'est pas seulement ça. Si on regarde la couverture ou bien l'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH, qu'on jette un coup d'œil sur les adultes et en essayant de comparer avec les enfants, on se rend compte que la plupart du temps, la couverture pour les enfants n'atteint même pas la moitié de cette couverture chez les adultes. Et déjà, on n'est pas contente de la couverture des adultes, mais pour les enfants, on n'atteint même pas la moitié. Ça, comme pédiatre, comme médecin qui nous occupons des enfants, ça nous interpelle. Déjà, la couverture des adultes, elle n'est pas bonne. On cherche à l'améliorer. Mais nous qui nous occupons des enfants, on n'est même pas à la moitié. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle. Si un adulte ne reçoit pas le traitement antirétroviral, c'est grave, très grave. Mais on peut se dire qu'on a encore le temps de nous rattraper. Pour les enfants, ce temps-là est limité. Et c'est très bien documenté. En l'absence de traitement, si on prend une cohorte de 100 enfants qui sont infectés par le VIH, après une année, ou bien si on veut retrouver ces enfants à leur premier anniversaire, eh bien, 30%, c'est-à-dire le tiers, ne seront plus là. Donc, si on ne fait pas tout pour travailler sur ce côté-là, si on n'initie pas le traitement chez les enfants, eh bien, on court ce risque. Si on attend 2 ans, eh bien, la moitié ne sera plus là. Donc, ça, encore une fois, ça nous montre qu'avec les enfants, on n'a pas beaucoup de temps. Si un enfant est infecté par le VIH, et surtout s'il est encore jeune, s'il n'a pas encore 2 ans, eh bien, il faut que nous nous dépêchions. On se rappelle, ça c'est uniquement un rappel, on se rappelle que l'OMS a déjà sorti des recommandations qui nous suggèrent, je souligne suggèrent, parce qu'il revient à chacun de nos pays de l'adopter complètement, mais nous suggère fortement que pour les enfants qui sont infectés par le VIH, s'ils ont moins de 2 ans, il ne faudrait peut-être pas qu'on réfléchisse, qu'on aille dans la stadification, qu'on aille dans le contexte de CD4. Il faudrait qu'on se dépêche pour commencer le traitement. Et une des raisons, c'est celle-là. Plus on attend,
plus on les perd. Encore une fois, cet état des choses nous rappelle, nous interpelle, nous presse pour que l'accès au traitement antirétroviral pour les enfants soit, j'allais dire, optimal, mais même si on ne peut pas avoir cet accès optimal, mais qu'on se presse. J'ai voulu aussi partager avec vous l'information qui est sur ces dias pour montrer, je n'ai pas de pointeur, mais pour montrer que je vais faire abstraction de quelque chose je ne devrais pas normalement, mais faisons abstraction pour le moment des difficultés que nous avons dans le diagnostic précoce de l'infection à VIH chez les enfants. Commençons, normalement ce n'est pas le commencement, comme nous le savons, commençons par les enfants qui sont testés infectés au VIH. J'évite positif, comme nous tous le savons, parce qu'un test positif pour un enfant, surtout quand il est encore jeune, ça ne veut pas dire qu'il est infecté. Maintenant, commençons la cascade là avec les enfants qui sont testés positifs. Entre le moment où les enfants sont testés positifs et le moment de les enrôler ou bien d'initier le traitement chez eux, il y a une déperdition non négligeable qui a été évaluée à 37%. Chacun de nous peut se demander où vont ses enfants. Chacun de nous peut se demander, mais l'enfant, je suis à ma clinique, l'enfant est testé infecté au VIH, mais pourquoi on n'initie pas le traitement? Pourquoi on n'initie pas le traitement? Merci. Pourquoi on n'initie pas le traitement? On pourrait se poser cette question. Mais comme on le sait, l'enfant est testé positif ou bien infecté au VIH. Qu'est-ce qui se passe dans les structures sanitaires où nous sommes? La plupart du temps, sinon toujours, on va commencer par le conseil. C'est très bien. On doit faire le conseil. On fait le conseil à la maman ou aux parents ou à la personne qui garde l'enfant. Dans la plupart des guidances au niveau national, il est bien stipulé qu'il faut, la plupart du temps, 3 séances. Il y a la première séance, la maman vient, ou bien la personne qui garde l'enfant. C'est très bien, la personne vient pour la première fois. On lui demande de revenir pour la deuxième séance. Mais cette maman, qui est la plupart du temps infectée, qui a ses propres rendez-vous, qui doit s'occuper de toute la famille, parfois qui doit inventer un motif pour aller à la structure sanitaire, parce que, vous vous rappelez très bien, ce n'est pas tout le temps que cette maman aura partagé son statut sérologique avec la famille, qui, quand on parle de famille chez nous, on ne veut pas parler nécessairement du mari, mais aussi de nos beaux-parents, mais aussi des frères et des sœurs qui vivent avec nous. Et partager ce statut, ce n'est pas évident, malgré les conseils, malgré tout. Et la deuxième session, qui est peut-être attendue durant la semaine, va arriver, la maman va revenir dans une semaine ou dans un mois, ou parfois jamais. Et c'est une des origines de cette déperdition. Une autre raison, vous vous rappelez comment nos structures sanitaires sont organisées. Parfois, l'infirmière, l'assistante sociale, la psychologue qui doit recevoir cette maman pour sa seconde session de préparation de l'initiation au traitement, il y a une réunion au district. Ou peut-être la psychologue, l'infirmière, va dans une formation
ce jour-là, elle, il n'est pas là. Ou bien, cette infirmière, ces psychologues participent dans la formation des autres infirmières, ou bien d'autres activités. Bref, il y a des raisons, et je suis sûre que si on demandait à chacune de nous, ici dans la salle, on ajouterait à tout ce que je viens d'énumérer. Pour différentes raisons, il y a un pourcentage non négligeable qui ne va pas arriver à l'initiation ou bien à l'enrôlement aux ARV. Bon, il y a une proportion qui arrive à être initiée au traitement antirétroviral. On est très content. On a commencé le traitement, mais après 1 mois, après 2 mois, on se rappelle très bien, avec le traitement antirétroviral chez l'enfant, on aura toujours besoin de quelqu'un qui va accompagner l'enfant. Et cet enfant va être accompagné le 1er mois, c'est bon, le 2e mois, mais c'est un traitement jusque-là à vie. Et pour les enfants qui sont moins chanceux, qui n'ont plus de parents parce que décédé d'infection à VIH ou d'autres choses, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir amener théoriquement, régulièrement, cet enfant, mais ça n'arrive pas tout le temps. Et après 6 mois, après 1 année, et surtout après 2 ans, on va se retrouver dans une situation où la file active ou bien les enfants qui ont été régulièrement suivis, entre ceux qui ont été enrôlés et ceux qui sont réellement suivis régulièrement, eh bien, on aura perdu 25%. Et à la fin, on se rend compte que les enfants qui auront été perdus de vue, si on accumule la déperdition entre le test et l'enrôlement, et entre l'enrôlement et le fait d'être actif dans la prise en charge, on se rend compte qu'on aura perdu pratiquement la moitié. Il faut absolument que quelque chose se fasse pour qu'on change cet état des choses. J'avais d'autres informations que je voulais partager avec vous, mais déjà, à ce qu'on a, on pourrait se demander ce qui est à la base de cet état de choses. D'abord, il y a le système de référence de la structure qui fait le diagnostic à celle qui assure le traitement, qui ne fonctionne pas toujours. Dans la plupart des structures sanitaires dans nos pays, et j'ai eu la chance, à travers mon travail actuel, d'être exposée aux différents systèmes. Les pays en Afrique australe, j'ai déjà visité, j'ai déjà travaillé avec la Côte d'Ivoire. Je sais un tout petit peu ce qui se passe ici au Cameroun, mais aussi les pays du centre, évidemment les pays de l'Afrique australe. La plupart du temps, on a des structures sanitaires qui offrent la PTME. Ces structures-là vont tester la femme qui est enceinte, vont donner la prophylaxie suivant le protocole national, vont faire le suivi des enfants exposés, et puis une fois que l'enfant est diagnostiqué infecté au VIH, eh bien, le travail de ces structures prend fin. Et il y a une référence vers la structure qui va faire ou bien offrir la prise en charge pédiatrique. Si on essaie de comprendre ce qui se passe, moi, mon enfant est diagnostiqué infecté au VIH et on me réfère à une structure qui, suivant l'immensité du pays, de la structure qui a fait le diagnostic, la structure PTME, à la structure qui va offrir les ARV, parfois il y a 5 km, 10 km,
Parfois, au Mozambique, j'ai vu une structure qui référait à une autre qui se trouvait à 50 km. Maintenant, je suis la maman. Avec les moyens limités, avec mes autres enfants, avec tout ce qui peut constituer un handicap à cette référence, ça va être très difficile. Donc, le système de référence, parfois, il est là, mais ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment pas différent d'avoir une absence totale de ce système. J'ai parlé de cet accès géographique. Si je dois faire 10, 15, 30, 50 km pour aller à la structure de référence, ce n'est pas évident. Et quand je parle d'un accès financier qui est limité, je parle du coût du transport. Parfois, la maman ne pourra pas faire un aller-retour, c'est-à-dire qu'elle va devoir passer la nuit, parfois des nuits. Comme on se rappelle, la maman peut avoir reçu un rendez-vous, et rappelons-nous que ce rendez-vous-là n'est pas toujours donné. Si on essaie de voir un tout petit peu ce qui se passe chez nous, l'enfant est diagnostiqué infecté au VIH. Si on est suffisamment organisé, on remplit une feuille de transfert qu'on remet à la maman et puis on lui dit « Ok, la semaine prochaine, ou quand tu peux, tu vas à la structure sanitaire qui va offrir la prise en charge. » Elle ne sait pas si ce jour-là, la prise en charge sera ouverte. Elle ne sait pas où. Parfois, c'est la première fois qu'elle aura été à cette structure-là. Donc, toute cette accumulation de difficultés va faire que le coût devient suffisamment ou bien exagérément élevé. Parce que c'est le transport, c'est le séjour, elle va là, elle n'est pas accueillie, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est réel au niveau des structures sanitaires dans lesquelles nous travaillons. J'ai aussi relevé une autre raison, cette irrégularité des médecins ou du psychologue ou du laborantin qui doivent se déplacer de l'hôpital, bien de la structure sanitaire de référence de la région ou du district pour aller vers les structures sanitaires périphériques. J'aimerais dire un mot sur ce point-là. Je n'ai pas l'impression que c'est une stratégie qui est fréquente dans cette région, mais en Afrique australe, il en est de même pour le Rwanda. Au niveau de l'hôpital de district ou bien de la région, il y a un certain nombre de médecins. Au niveau des structures périphériques, la plupart du temps, il y a des infirmières qui tiennent les services, que ce soit la maternité, la planification familiale, etc. Et les enfants et les adultes qui ont besoin d'une prise en charge par les ARV, au lieu de les envoyer à l'hôpital de référence ou bien à l'hôpital de district, le médecin va quitter l'hôpital de district. On connaît son calendrier, c'est peut-être une fois la semaine, un mercredi, et les patients sont invités à venir à cette structure périphérique ce mercredi ou un autre jour sur lequel on s'est convenu. Le médecin de l'hôpital se déplace et va assurer que ce soit l'initiation, renouvellement de l'ordonnance, etc., au niveau de la structure périphérique. Alors, ce qui se passe, pour différentes raisons, le médecin qui est censé aller à la structure B un mercredi ne va pas s'y rendre. Parce qu'encore une fois, il y a des réunions, il y a eu une urgence chirurgicale. Pour différentes raisons, le mercredi, il ne va pas visiter la structure. Évidemment, les patients sont venus. Évidemment, ils ne vont pas être reçus. Évidemment, ils ne savent plus si la semaine suivante, ils vont revenir ou pas. Donc ça, évidemment, ça va faire que l'initiation ou bien le renouvellement de l'ordonnance ne va pas être réalisé à temps. Ça, ce sont les difficultés que j'essaie de décrire.
Ça, ce n'est pas nouveau non plus. Les formulations en pédiatrie ne sont pas toujours disponibles. Quand je parle de la non-disponibilité des formulations pédiatriques, c'est à différents niveaux. Dans un pays, je donne l'exemple du Rwanda que je connais le mieux, il y a une centrale d'achat au niveau national. La quantification est faite à ce niveau et puis les commandes sont passées et au niveau, au niveau national, les médicaments sont là, évidemment. Mais si ces médicaments, ces formulations pédiatriques sont disponibles au niveau national et que moi, dans mon petit coin, dans une structure sanitaire rurale, je ne dispose pas de ces formulations pédiatriques, même si elles sont disponibles au niveau national, pour moi qui me trouve dans ma structure éloignée là, ces formulations ne sont pas disponibles. Donc, quand je parle de disponibilité, c'est une disponibilité physique, là où on a besoin de ces formulations-là, au niveau national, au niveau du district, de la région, du district, et puis du centre de santé ou de l'hôpital. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans la guidance nationale, au niveau des pays où nous travaillons, nous avons très bien mis dans la guidance que oui, qu'avant de commencer le traitement antirétroviral chez l'enfant, il faut qu'on fasse la numération, il faut qu'on fasse tel ou tel test, mais si nous n'avons pas les moyens de faire ces tests, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons toujours dit, oh, on a toujours peur de la tuberculose chez l'enfant, c'est pas facile de faire un diagnostic si on n'a pas au moins un cliché thoracique. Eh bien, il faut qu'on soit capable de le faire. Si on ne peut pas, eh bien, on ne peut pas. Il y a aussi, comme je l'ai montré, une déperdition au cours de tout le processus, le test, l'initiation et tout le reste. À ce niveau, il y a des difficultés. Aujourd'hui, on ne pourra pas parler des difficultés qui sont autour du test VIH chez l'enfant. On aura peut-être une autre opportunité, mais il faut qu'on garde à l'esprit que avant d'initier ce traitement, aujourd'hui nous parlons de la décentralisation, il faut que cet enfant ait été testé. Et on sait très bien comment il est difficile d'identifier les nourrissons qui sont infectés au VIH. Non pas qu'ils ne sont pas venus à nos structures sanitaires, mais plutôt ils sont là, mais on n'utilise pas cette opportunité pour les identifier et leur proposer un test. Il y a toutes ces difficultés, mais aujourd'hui, on ne va pas les aborder. C'est très bien de parler des difficultés, mais il faut aussi qu'on songe aux approches de solutions. Et ces approches de solutions sont en rapport avec les difficultés que j'ai énumérées, avec les difficultés que j'ai déjà discutées. Si on veut décentraliser la prise en charge pédiatrique, il faut que le traitement soit initié. Et pour qu'il soit initié, il faut chercher des approches de solutions à toutes ces difficultés-là. Une des solutions, c'est essayer d'agir sur l'accès géographique et augmenter le nombre de professionnels de santé qui peuvent initier le traitement. Durant les dias qui vont suivre, je vais discuter ou partager avec vous une suggestion sur la façon d'agir à ces deux premiers points. Et c'est à travers la délégation des tâches. Quand on parle de la délégation des tâches, on veut parler, la plupart du temps, on voudrait que les enfants qui sont infectés par le VIH soient pris en charge par des pédiatres ou bien un médecin qui s'est spécialisé dans cette prise en charge-là, ce qui serait parfait. Mais malheureusement, on ne vit pas dans un monde qui est parfait. Et c'est pour ça que, à défaut
de pouvoir disposer d'un nombre suffisant de ces spécialistes, il faut absolument que certaines tâches soient déléguées aux personnes qui sont formées, parce que la délégation de tâches ne veut pas dire qu'il faut réduire ou bien se passer de la qualité des soins. Il faut que les personnes à qui on délègue les tâches soient formées et reçoivent en tout cas un bagage suffisant pour qu'ils puissent offrir un service de qualité. Alors, ces tâches peuvent être déléguées à une certaine catégorie, qui peut être des infirmières, ça peut être pour les tâches qui étaient effectuées par un psychologue, ça peut être des assistants sociaux, des infirmières qui sont formées, mais la logique, c'est transférer ou bien redistribuer des tâches à une équipe qui n'était pas censée faire ces tâches-là, mais qu'on prépare suffisamment pour que ce type de personnel puisse répondre aux exigences de ces tâches. C'est un processus qui est fait pour assurer une utilisation efficace des ressources humaines disponibles. Ça serait très bien si on avait suffisamment de médecins, des pédiatres, des généralistes formés, mais l'état des choses, on ne les a pas. Si on ne les a pas, il faut qu'on cherche une solution, et une des solutions, c'est de préparer le personnel qui est là pour qu'il offre ces services-là. Il faut qu'on se rappelle que la délégation des tâches ne commence pas avec les services VIH. La délégation des tâches, c'est quelque chose que nous avons depuis un certain nombre d'années dans la planification familiale, dans la PCME, dans la prise en charge de la tuberculose. On se rappellera que dans un passé récent, c'est le médecin qui s'occupait de la prise en charge de la tuberculose. Mais non, dans les pays anglophones, en tout cas en Afrique australe, la prise en charge de la tuberculose est en train progressivement d'être confiée aux animateurs de santé communautaire qui, après le diagnostic, vont assurer que le traitement est fait en suivant les normes. Dans certains pays, le diabète, l'hypertension, le diagnostic est fait à la structure sanitaire par le médecin, mais la prise en charge, elle est de plus en plus déléguée aux infirmières. Donc, la délégation des tâches, c'est quelque chose qui est opérationnel avec les autres problèmes de santé, pourquoi pas avec le VIH. Cependant, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, peut-être plusieurs fois, peut-être avec un bic rouge, il faut absolument que la guidance soit claire et claire. Que les tâches qui sont déléguées, la façon dont ces tâches-là vont être faites, il faut que la guidance soit claire là-dessus. Je vais partager spécialement l'expérience de la délégation des tâches telle qu'elle a été faite au royaume de Swaziland. On se rappelle que le Swaziland dispose d'une prévalence VIH la plus élevée au monde. C'est un pays qui dispose de très peu de médecins et 76% de ces médecins-là sont des étrangers. Ils ont très peu de médecins Swazi. La population de Swaziland se trouve dans la zone rurale, presque 80%. Et jusque très récemment, en 2010, l'initiation du traitement antirétroviral ne pouvait être faite que par un médecin. C'est problématique. Ils n'ont pas de médecin. Ils ont une prévalence VIH très élevée, mais ils ont décidé que c'est uniquement le médecin qui va initier le traitement antirétroviral.
que ce soit chez l'adulte, que ce soit chez l'enfant. Difficile. Évidemment, l'initiation des ARV était plus que retardée. Évidemment, une dépendance totale du médecin qui, pour la plupart du temps, n'était pas disponible, très peu nombreux, et puis aussi, ces médecins étaient évidemment impliqués dans d'autres tâches. Alors, le ministère de la Santé, ils ont organisé une réflexion et ils se sont rendus compte que ça n'ira pas avec cette approche. Et ils ont décidé de travailler sur le code de pratique des infirmières, le réviser afin de permettre qu'on fasse la phase pilote de l'initiation des ARV par les infirmières. Avant que cette phase pilote ne commence, ils ont mis en place un comité de pilotage. Ce comité de pilotage allait être vraiment le moteur de cette phase pilote et plus tard de la généralisation des résultats qui sont venus de la phase pilote. Cette phase pilote a été discutée et approuvée par le groupe technique de travail de prise en charge par les ARV au niveau national. Des structures qui allaient être constituées, la phase pilote a été identifiée au nombre de 15. La formation des infirmières a été conduite. Après cette formation, les infirmières formées ont été déployées aux 15 structures sanitaires et la phase pilote a duré 6 mois. Dans la phase de préparation, ils ont mis en place un système d'évaluation de ce que ces infirmières allaient faire. Il y a eu des activités de tutorat et là, je voudrais préciser qu'une équipe de 5 infirmières avait un médecin qui venait travailler régulièrement avec eux, avec ces infirmières-là. Et ce même médecin, donc, le médecin venait physiquement travailler avec ces infirmières, mais aussi ce médecin était joignable au téléphone pour que le jour où le médecin n'est pas là, si l'infirmière éprouvait des difficultés pour prescrire ou s'il y avait une question à laquelle elle ne trouvait pas de réponse, eh bien, elle pouvait prendre son téléphone, appeler le médecin, avoir des conseils et puis continuer. Évidemment, le dossier du patient était utilisé pour valider le prescripteur. Au Swaziland, avant qu'il ne commence cette phase pilote, le dossier médical, et c'était comme la propriété du médecin. Même le poids, même les résultats, il ne revenait pas à l'infirmière de les transcrire dans le dossier. Le dossier, je pense qu'en réalité, le médecin pouvait remettre le dossier dans un placard fermé à clé, partir avec, et puis quand il revient avec la clé, tellement c'était vraiment la propriété du médecin. Mais à ce moment-là, le dossier a commencé à être accessible à l'infirmière, et c'est ce dossier-là qui a été utilisé pour valider ce qu'avait fait l'infirmière. Je dois aussi préciser que pour les structures qui n'avaient pas de médecin sur place, le médecin se déplaçait une fois par semaine pour aller initier le traitement. Avec la phase pilote, ils ont commencé à initier le traitement, à avoir 2 jours par semaine où les patients pouvaient être initiés au traitement antirétroviral. Alors, avec la prescription par les infirmières, ils ont introduit un 2e jour par semaine et les enfants, les adultes aussi, étaient initiés 2 fois par semaine. Un peu plus de 1000 clients. Je parle de clients au lieu de parler de patients, en fait, parce que, comme certains le savent, dans un système anglophone, ils disent que le patient, c'est un tout petit peu... Ça met la personne infectée au VIH dans une position inférieure. Ils utilisent la plupart du temps client, mais
c'est quelque chose qu'on peut débattre et je vous demanderai de ne pas débattre de ça. Et puis, on va peut-être en parler durant la pause si vous voulez. Mais sinon, là, j'aurais dû mettre patient, parce que c'est le mot qu'on a l'habitude d'utiliser ici. Mais durant la pause, on peut discuter de ces deux appellations. Et donc, on s'est rendu compte, après avoir évalué, que 70% des clients, des patients, avaient été initiés au traitement antirétroviral selon les normes, qu'il y avait plus d'adultes que d'enfants et que la majorité des patients qui avaient été initiés venaient de la zone rurale. Qu'est-ce que le Swaziland a appris à travers cette phase? Ils se sont rendus compte que l'initiation du traitement antirétroviral par les infirmiers était possible, que les infirmières étaient satisfaites de voir leurs patients éligibles au traitement antirétroviral initié à temps, que les infirmières étaient moins confortables quand il s'agissait d'initier les enfants que quand il s'agissait d'initier les adultes, qu'une guidance définissant les critères pour les enfants qu'il fallait initier et les enfants qu'il fallait référer au médecin était très, très importante, que, évidemment, plus d'enfants ont été initiés au traitement et à temps. À travers cette expérience de Swaziland, j'ai l'impression, plus qu'une impression, je suis convaincue que pour une délégation une délégation de tâches opérationnelles, il faut qu'un système de référence, contre-référence vers le médecin généraliste ou le pédiatre pour les enfants qui ne tombent pas dans les critères d'initiation de l'infirmière, il faut que ce système-là soit clair. C'est-à-dire, on définit 5 critères. Je suis une infirmière, j'ai devant moi cet enfant qui tombe dans ces critères, j'initie le traitement. Mais je trouve un autre enfant qui est en dehors de ces critères-là. Cet enfant est éligible pour être transféré au médecin. Il faut que le système de référence soit clair. C'est-à-dire que je ne donne pas le papier et je ne dis pas à la maman, ben, va chez le médecin. Je m'assure que l'enfant qui est devant moi arrive chez le médecin. Parce que je ne voudrais... La plupart du temps, ces enfants ont un cas qui est plus difficile. C'est-à-dire c'est un enfant qui est plus à risque de mourir. Il faut absolument qu'il y ait un système qui assure que cet enfant arrive chez le médecin. Il faut un tutorat, une présence physique d'un médecin qui va accompagner l'infirmière pour que cette infirmière soit à l'aise dans l'initiation du traitement. Et ça, c'est vrai pour toute initiation, mais pour les enfants, il faut absolument que cette présence soit là. Comme avec le tutorat, le médecin ne sera pas toujours là, il faut qu'il y ait une accessibilité au téléphone pour que le moment où j'ai des difficultés comme infirmière, je puisse appeler quelqu'un qui me conseille, ou bien qui me dit « c'est pas possible que tu inities », ou bien le médecin répond à ma question et je peux initier. La délégation de tâches, évidemment, comme je l'ai dit au début, ne doit pas se limiter à la relation médecin-infirmière. Je vous remercie.